j'ai failli accoucher dans les couloirs de l'hôpital. Pas une fois, mais deux fois de suite. Hé Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Bonsoir mes boss lady mom, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, en tout cas, ça va par la grâce de Dieu. Et si ça ne va pas, je te promets que ça ira, d'accord? Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous raconter les deux histoires de comment j'ai failli accoucher dans les couloirs de l'hôpital avec mes deux grossesses, d'accord? Donc deux fois que ça a failli arriver. Donc pour ça, prenez-vous une petite couverture. Prenez-vous des petits trucs à manger, à grignoter et aussi prenez-vous quelque chose à boire, du thé, du café, du jus. Allez-y, prenez ça et asseyez-vous. Je vais tout vous raconter en fait de A à Z. Vous allez rire, vous allez pleurer. Donc prenez aussi les mouchoirs s'il vous plaît et commençons. Donc là, je vais d'abord commencer avec ma première grossesse. Donc ma première grossesse en tout cas, je crois que c'était une des étapes les plus difficiles de toute ma vie. Depuis que j'étais née, ça c'était une des étapes les plus difficiles parce que des choses qui se sont passées en fait, vous n'allez pas croire, mais allons-y. Donc déjà de 1, moi j'ai grandi ici au Canada. J'ai rencontré mon mari en 2019. Je suis allée le voir pour la première fois en 2020. On s'est mariés. En tout cas, les autres c'est les détails. Je raconterai peut-être cette histoire dans une autre vidéo plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En 2022, on s'était décidé, bon, là, on va avoir un enfant. Parce qu'on s'est marié en 2020. Donc, en 2022, on s'était décidé que non, là, c'est le moment qu'on puisse avoir un enfant. Parce que moi, j'étais financièrement stable. Lui aussi, il était maintenant financièrement stable. Là où il était au Congo, Brazzaville, il était financièrement stable. Donc, moi, je suis partie, je crois que je suis partie en novembre. Et normalement, moi, je devais revenir en mars. Moi, je prenais toujours des longues vacances parce que j'ai mes propres entreprises. Je travaille pour moi-même depuis longtemps. Donc, je suis mon propre boss et je peux travailler en fait partout dans le monde. Partout là où je pars, je peux travailler avec parce que j'ai des employés. J'ai des employés, j'ai des gens qui contrôlent mes entreprises et tout. Donc, moi, je fais juste le contrôle par internet, par vidéo en tout cas. Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, ça me permettait en fait de faire des longs voyages sans problème. Donc moi je suis partie là-bas en novembre 2022 et je suis tombée enceinte. Et quand j'étais tombée enceinte, je crois que je savais que j'étais déjà enceinte. J'étais quand même déjà enceinte parce que je me sentais extrêmement fatiguée. Au début, je ne croyais même pas que j'étais enceinte. En fait, je me disais en fait dans la tête que ben, j'ai attrapé une maladie d'ici. On dirait que j'ai attrapé une maladie d'ici parce que j'étais extrêmement fatiguée, tout. En tout cas au début c'était juste la fatigue comme pas possible. Je pouvais dormir toute une journée en fait. Moi je me disais eh Seigneur, ça c'est quelle maladie encore que j'ai eu. Après c'était ma belle-mère qui me disait mais tu es enceinte. Tu es enceinte en fait, ça se voit. Qu'est-ce que tu as de raconter? Tu es enceinte, tout sera correct et tout. Et après, mon papa était au Canada. Donc mon papa, lui, il était au Canada ici et tout. Et je crois le jour avant, j'étais en train de causer avec lui par rapport, je me rappelle bien, on était en train de parler par rapport à mon appartement, là où je vivais, on voulait augmenter le loyer et tout. J'étais en train de lui dire, ah, mais comment il peut augmenter le loyer comme c'est comme ça? Il était en train de me dire que non, si c'est comme ça, il faut déménager si ça t'arrange pas et tout. Mais je sentais quand même de la manière qu'il me parlait que non, ça n'allait pas. Vous voyez, non? Donc, je sentais que ça n'allait pas et tout, mais vu que moi avec mes symptômes de l'autre là, d'être enceinte et tout, j'ai dit bon, je vais lui appeler peut-être demain ou après-demain et tout, quand je me sentirai un peu plus mieux. Là je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Donc j'ai dormi et tout, et puis c'était le matin, je crois, c'était le matin que je ne sais plus qui m'avait appelé et tout, que non, ton papa est à l'hôpital, comme ça là. Je voulais pas stresser parce que moi en fait, je sais que j'étais déjà enceinte et tout, donc je ne voulais pas stresser du tout. Je priais seulement, comment dire, je priais seulement et tout que non, tout allait tout allait bien se passer quoi, parce que souvent des fois il partait à l'hôpital et tout, même c'est moi qui partais l'accompagner à chaque fois. Donc je partais l'accompagner à chaque fois, mais le moment que j'étais venue en tout cas, il avait même fait une année, il ne partait pas à l'hôpital. En tout cas tout, bon, tout, on peut dire tout allait bien, tout n'allait pas bien il y avait comment dire, des histoires et tout, mais ça va quand même. Donc je me disais ben là il est dans le coma parce qu'on m'avait dit qu'il était dans le coma et tout. Je me disais que ça allait bien se passer, il allait se réveiller, tout, Dieu allait faire grâce. Et puis il y avait une maman en fait qui priait beaucoup. Il y avait une maman qui voit en fait au pays. Vous savez en Afrique des fois il y a des gens qui peuvent voir et tout, qui est en train de dire bon là il est dans un trou, il ne peut pas sortir et tout.
Donc il faut continuer à prier pour lui jusqu'à ce qu'il puisse être capable de sortir de ce trou là. Donc nous c'est ce qu'on faisait en tout cas matin, midi, soir on priait malgré ma fatigue, malgré mes symptômes et tout. On priait en tout cas, et même moi si je n'avais pas la force, mon mari était là, il priait et tout et tout et tout. 2, 3 jours ou bien 5 à 6 jours c'est passé et tout. Toujours dans le coma, et malheureusement ce soir là j'ai fait un rêve, et lorsque j'ai expliqué le rêve à mon mari, il m'a fait ça comprendre d'une manière que non, ça veut dire que il t'a dit bye, il est parti. En fait c'est de cette manière là qu'il m'a expliqué, ça, mais pas directement quoi. Donc c'est de cette manière là qu'il m'a expliqué ça. Moi j'étais juste comme ah c'est juste un rêve. Mais moi ce qui est bizarre, moi je rêve rarement, mais lorsque je rêve, souvent les rêves que je fais c'est souvent vrai. Donc moi souvent mes rêves c'est comme ça, je fais des rêves rarement, mais lorsque je fais des rêves là c'est souvent réel, peut-être c'est pas la personne qui est dans le rêve, peut-être c'est une autre personne, mais c'est comme ça, c'est souvent réel. Donc maintenant je crois le jour là on avait appelé mon mari. La famille avait appelé mon mari pour leur annoncer la mauvaise nouvelle que non, on a décidé de le laisser partir parce que son cerveau ne fonctionne plus, il est dans le coma. Peut-être si son cerveau fonctionnait on allait laisser, mais là c'est mort, là son cerveau ne fonctionne plus, il n'y a même plus possibilité en fait qu'il se réveille, et même s'il se réveille il aura beaucoup comment on dit ça, d'incapacité quoi. Donc ça veut dire que vous devez prendre soin de lui de A à Z, il ne pourra plus utiliser ses parties du corps. Donc ça allait encore être vraiment, comme on dit, vraiment des dépenses. Donc c'était ça. Moi-même je disais c'est pas grave et tout, je me débrouille avec ce que Dieu m'a béni et tout, c'est pas grave, je pourrais prendre soin de lui, moi je veux juste qu'il se réveille et tout. Mais en tout cas, comme j'étais en train de dire, on a appelé mon mari et tout pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Et la journée, toute la journée en tout cas ça va, toute la journée ça va, on ne m'a pas appelé et tout, parce que je crois mon mari leur avait peut-être dit que non, ne faut pas l'appeler, c'est moi-même qui va l'annoncer. Ça je suis son mari, je sais comment elle est, je sais comment je vais la dire, ça par rapport à son état aussi, parce que je crois que là la famille ne savait pas encore que j'étais enceinte, on avait dit à personne, c'était juste entre lui et moi et l'autre la belle-mère, donc on avait vraiment dit à personne. Donc je crois qu'ils ont écouté pour un petit moment, et tout, et je crois que c'était vers la fin de la journée que mon mari me fait asseoir pour me dire que non, ton papa est décédé et tout. Mais je crois que j'étais dans le déni. J'étais vraiment dans le déni, je ne croyais pas ça, à ça et tout en fait. Donc je crois que je vais faire toute une autre vidéo parce que c'est toute une longue vidéo, mais cette vidéo n'est pas vraiment, c'est pas vraiment pour ça, mais j'ai envie juste de vous donner un peu le début à peu près. Donc il m'avait dit ça, j'étais dans le déni, vous savez comment ça se passe, j'étais dans le déni et tout, je n'arrivais pas à croire, je ne comprenais pas, et la manière qu'il m'avait dit ça, c'était pas brusque comme ça, non, parce que je suis aussi me disait ça brusque comme ça, j'allais peut-être perdre l'autre là, la grossesse et tout, donc c'était pas brusque comme ça. Et puis quand il m'avait dit ça, j'avais compris, mais j'étais dans le déni. Donc c'est ça, j'avais compris mais j'étais dans le déni. Et après, le jour après, mon téléphone était bombardé des appels. On m'appelait et je ne voulais pas prendre parce que j'avais peur de prendre et que j'entende d'une autre personne la vraie phrase en fait que non, il est mort, il est parti, il est décédé. En fait c'était ça en fait. Donc je ne voulais pas prendre du tout. Et parce que je ne voulais pas prendre, maintenant il y a une de mes soeurs qui a pris la photo de papa, qui m'a envoyé ça. Là il était décédé, on sait que il n'était plus là en fait. Vraiment la photo, ce qui est sûr, dès que j'ai vu la photo, mon cœur a fait boum. J'ai l'impression que mon cœur est tombé. En fait cette expression j'entendais ça seulement comme ça dans des films et tout, mais c'est un truc réel en fait. Donc j'avais l'impression que tout est tombé. À la minute je me suis sentie vide en fait. Je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et à la minute aussi j'ai commencé à saigner. Donc parce que j'étais enceinte de deux bébés, j'étais enceinte de 2 bébés, donc il y a un qui était sorti. En tout cas le reste c'est des détails, j'expliquerai dans une autre vidéo. Le reste c'est de l'autre là, des détails et tout. Après je suis rentrée au Canada et je suis rentrée, au lieu de mars que j'allais rentrer, je suis rentrée en février. Dès que mes petits problèmes de grossesse ont fini et tout, je suis rentrée rapide et tout pour faire ce que je pouvais faire. Donc c'est un peu ça. Maintenant durant toute la grossesse je faisais mes visites, pas de problème, je faisais tout. Et durant toute ma grossesse, comme on dit, j'étais dans le déni. J'étais toujours dans le déni.
En tout cas, je ne pouvais pas penser, même réfléchir, même que non, mon papa était décédé. Je ne pouvais même pas. Parce que j'étais enceinte, je me disais que non, je n'ai pas envie de pleurer. Le seul moment, je crois que j'ai même pleuré, c'était à son deuil avant qu'on rapatrie son corps au pays. C'était le seul moment, sinon à part ça, je n'ai plus jamais pleuré en fait. Donc c'est un peu ça ce qui s'est passé. Donc maintenant, rentrons dans l'histoire. Rentrons dans l'histoire, le jour d'accouchement et tout. Donc maintenant, quand je partais à l'hôpital et tout, on me disait que non, ça va, le bébé est un peu gros. Mais vu que tu as les diabètes de grossesse, souvent c'est des choses qui arrivent, les femmes qui ont les diabètes de grossesse durant la grossesse. Donc c'est normal et tout. Et je crois on avait dit que normalement moi je devais accoucher en septembre. Je crois que c'était vers mi-septembre, comme ça, vers le 15 septembre que je devais accoucher. Ça c'était ma date et tout. Maintenant le 29 août, on va parler du jour d'accouchement. Donc, on recule un peu en arrière. Avant même de parler le jour d'accouchement, déjà lorsque j'étais à 32 semaines, les conseils que ma belle-mère me donnait et tout, et ce que je connaissais et tout, et elle me disait souvent, il faut se purger. Donc j'ai commencé à me purger. À 32 semaines, j'ai commencé à me purger une fois la semaine avec l'eau de gombo. Et après ça, lorsque je suis arrivée à 36 semaines, je commençais à me purger, je crois, entre 4 à 6 fois la semaine comme ça. Ça dépend comment je me sens. En tout cas, je me purgeais presque tous les jours à 36 semaines. Et non pas seulement ça, une autre chose que je faisais, je montais et descendais. Parce que dans mon appartement, là où je vivais, c'était un condo, on peut dire, à l'intérieur de mon appartement et tout. J'avais des petits escaliers à l'intérieur de mon appartement. Donc, matin, midi, soir, je montais, je descendais. Je faisais ça 20 fois. Donc, je faisais ça à partir de 36 semaines. Donc, matin, midi, soir, je fais ça 20 fois. Je monte, je descends, je monte, je descends. Donc, c'est tout ce que vraiment je faisais durant... et j'ai peut-être mangé la nana une fois, mais... Avec la grossesse, je ne voulais pas vraiment manger la nana, donc après j'ai laissé tomber. Mais donc, c'est les deux seules choses que j'ai fait. Maintenant, le jour d'accouchement, le 29 août. Donc, moi, il faut comprendre que moi, je vivais seule et tout. Je vivais seule et tout parce que j'étais en tout cas positive que non, mon mari va bientôt rentrer. Même si c'est chaque année que je disais ça, que non, mon mari va bientôt rentrer, je dois déjà avoir un endroit, je dois déjà tout arranger, tout. Donc j'étais toujours positive comme ça. Donc le 27 août, j'étais pour moi, je venais de me réveiller. Je me réveillais souvent à 7h, 8h comme ça. Je crois, je me suis réveillée et puis je parlais d'abord avec mon mari et tout parce qu'en tout cas tous les jours on parlait. Hein. Matin, midi, soir, ce qui est sûr, on parlait. Surtout qu'il avait le wifi chez lui. Il n'y avait même pas un problème de connexion et tout. On parlait tous les jours. Quand on avait fini de parler et tout, il devait aller faire ses activités et tout. Moi, j'étais là sur mon téléphone, je suis en train de scroller sur TikTok. Et puis, soudainement, j'ai entendu ce mot. Paf. C'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu. Paf. J'ai dit, mais ça, c'est quoi? J'ai tellement eu peur de regarder. Même, j'ai dit, Seigneur Jésus, j'espère que je n'ai pas accouché. J'espère que... Je me disais, mais j'espère que ça, ce n'est pas le bébé qui est sorti. En tout cas, j'avais peur. J'espère que non, tout va bien. Je comprends même pas ce qui s'est passé tout. Parce qu'en fait, dans ma tête, je savais que j'allais accoucher en septembre, vers mi-septembre. Donc j'avais tellement peur, mais après j'ai pris mon courage à deux mains. Après j'ai regardé, le lit était mouillé. Le lit était mouillé. J'ai dit, je crois que ça c'est l'eau qui s'est cassée. J'ai directement appelé ma tante pour la dire. Ma tante vivait à peu près 40 minutes de chez moi. Je lui ai dit, s'il te plaît, j'ai déjà l'autre là, l'eau s'est cassée. Merci Seigneur, le jour là aussi, elle ne travaillait pas. Dieu merci, Dieu sait faire vraiment les choses. Vraiment, Dieu s'est occupé de moi d'une manière. God is good, only God. Only God. La manière que Dieu s'est occupé de moi, la première accouchement là, c'est comme si en fait j'étais seule, mais c'est comme si j'étais pas seule. J'étais seule. En fait, Dieu savait les situations que je suis en train de traverser et tout. Même si j'étais dans le déni, mais il savait et il a vraiment pris soin de moi. Et aussi, il faut se rappeler aussi, durant toute ma grossesse, je parlais à mon bébé, s'il te plaît, ton papa n'est pas là, il ne faut pas faire de caprice. Le jour que tu vas venir, il faut venir rapide, il ne faut pas durer. En tout cas, tous les jours, je parlais à mon bébé. Je parlais à mon bébé tous les jours. Et lorsque maintenant, on revient. Après, lorsque j'ai appelé ma tante et tout, j'ai pris une douche rapidos. Je crois que c'était une douche de 1 minute, 2 minutes. Parce que moi, mes contractions, en fait, mes contractions ont commencé carrément chaque 10 minutes. Donc, dès que l'eau s'est cassée là, les contractions ont commencé chaque 10 minutes. C'était là, boum, ça faisait mal. J'avais mal d'une manière, mais j'ai dit, mais Seigneur, je sais c'est quel genre de douleur. Je n'ai jamais expérimenté ce genre de douleur. Et lorsque j'ai fini de me laver et tout, j'ai mis ma valise devant la porte et tout. Et après ça, j'attendais maintenant ma tante. Et lorsque les contractions, parce que j'avais tellement mal, je ne savais pas qu'est-ce que je devais faire en fait pour essayer de diminuer cette douleur. Mais
Je montais seulement, je montais, je descendais les escaliers. Je me disais peut-être ça va m'aider. Hey, je n'arrive pas, j'étais là, hey Seigneur, c'est quel genre de douleur ça? Je monte, je descends, la douleur encore 5 minutes, ça vient encore, pouf, ça me chauffe. J'ai dit, hey Seigneur Jésus, hey, aide-moi, ça c'est quel genre de douleur? En tout cas, c'était comme ça. Après, par la grâce de Dieu, ma tante est arrivée. Et lorsque ma tante est arrivée, elle a pris ma valise, je suis rentrée derrière la voiture, même de la voiture, j'étais là, je criais, je disais, hey, Seigneur Jésus. Et puis là, je crois mes contractions, c'était peut-être chaque 5 minutes comme ça me chauffait, ça chauffait. Yeah! Moi, je me dis, oh, si tu n'as pas vécu les contractions, je ne peux pas t'expliquer en fait, tu ne peux pas savoir la douleur que tu ressens en fait. C'est une douleur inexplicable. Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien dans ce monde que tu peux expliquer la douleur des contractions. Il n'y a rien, c'est une douleur, tu es entre la vie et la mort en fait. Tu es entre la vie et la mort, tu te dis, mais ça c'est quel genre de douleur? Mais est-ce que je suis en train de mourir ou bien, en tout cas, tu te dis beaucoup de choses. Donc, après ça là, ma tante est en train de conduire vite, on est arrivé à l'hôpital. Lorsqu'on est arrivé à l'hôpital, je suis descendue, je suis montée, elle était allée chercher à parquer et tout, et puis elle est venue me rejoindre. Dès que je suis arrivée à l'hôpital au 8e étage, c'est là que le drama commence. Les drames en fait, c'est là vraiment que ça commence. Lorsque j'arrive au 8e étage et tout, je dis, j'ai des contractions et tout, j'ai perdu l'eau déjà et tout, je crois que j'ai perdu l'eau et tout, donc je crois que je vais bientôt accoucher. La dame était là, c'est quoi ton nom? Dans ta carte d'assurance maladie, j'ai donné, elle était là, mais moi j'avais tellement mal, ça me chauffait tellement là que tout ce qu'elle me disait, ça m'énervait en fait, tout ce qu'elle me disait, ça m'énervait. Après elle me disait, ok, assieds-toi là 1 minute, on va appeler l'autre là, quelqu'un pour venir t'examiner et tout. J'avais tellement mal, et puis on m'a mis dans une petite salle là, et puis on m'a branché des choses et tout pour qu'on puisse m'examiner si je vais bientôt accoucher ou bien. Je leur ai dit, j'ai même dit, et au début on m'a envoyé une stagiaire, hein. J'ai même dit à la stagiaire, j'ai perdu l'eau, voici même, j'avais même la photo, regardez la quantité d'eau que j'ai perdu, et l'eau en question c'était comme brunâtre comme ça, donc c'était un peu brun comme ça. Et lorsque l'eau est souvent comme ça, si tu perds l'eau et que l'eau est souvent brun comme ça veut dire que l'enfant a fait des selles et tout, donc l'enfant doit vite sortir. Mais malgré que je suis en train de dire ça, et les contractions, là les contractions, je crois c'était chaque 2-3 minutes comme ça chauffait mal. Et je pouvais pas, ça chauffait mal. Et puis elle me disait, reste calme et tout. Oh, je vais vérifier. J'étais le moment mal. Et il y avait un moment maintenant quand elle voulait vérifier tout. Je voulais même pas l'ouvrir les gens. Donc on sait que souvent les femmes noires et tout, on nous prend pas souvent au sérieux. Lorsqu'on dit qu'on a mal, on nous prend pas souvent au sérieux. Dans les pays en Occident, c'est souvent comme ça. Donc voilà pourquoi j'aime toujours dire aux femmes, faut parler. Quand tu vois ça ne va pas, parle. Tu as tes droits, faut connaître tes droits. Moi j'ai dit, hey, s'il te plaît, je veux un vrai docteur puisse venir, parce que là j'avais l'impression que ça c'était une stagiaire. Et c'est comme ça, ils aiment donner des stagiaires aux gens, hein. C'est comme ça. J'ai dit non, moi je veux un docteur, un vrai docteur. Je veux la sage-femme elle-même qu'elle puisse venir. Je ne veux pas ouvrir les jambes pour toi, je ne veux pas, je refuse. Et quand c'est comme ça, elle est allée partir, elle est allée chercher la sage-femme parce que j'avais pour moi refusé. J'étais catégorique, elle disait non, ouvre. J'ai dit non, et tu n'as pas le droit de me forcer. Tu n'as pas le droit de me forcer. Après la douleur vient encore, je dis ouh. Après je pars encore, je veux la vraie sage-femme maintenant. Après bon, finalement elle s'est fatiguée elle-même, elle est allée prendre la vraie sage-femme. Et lorsque la vraie sage-femme est venue, en fait là je voulais faire l'essai. Là j'avais l'impression que là je dois faire caca. Je pouvais plus me retenir en fait, je dois faire caca, ça doit sortir. C'est l'impression, j'étais comme je vais aller aux toilettes, avec les contractions, en fait les deux se mélangeaient. J'avais l'envie de faire caca, les contractions chauffaient, les deux étaient mélangés, mais je disais je dois aller aux toilettes, je dois aller faire caca. Quand la sage-femme ouvre comme ça mes jambes, mais la tête de l'enfant est là. La tête de l'enfant est là. La tête de l'enfant est là. Tu vas accoucher tout de suite en quelques secondes. Quand c'est comme ça, elle a appuyé, je sais pas quel bouton là. Beaucoup de docteurs sont venus dans la salle et tout pour m'emmener de la salle d'accouchement, parce que c'était à quelques pas de la salle d'accouchement. Donc ils étaient en train de courir tous avec le lit. J'étais là, hey, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca. Et ils étaient là, non, attends d'abord, attends qu'on arrive dans la salle. Attends. Je dis, je ne peux pas me retenir, je dois vraiment faire caca. Non, attends. J'ai dit, ah, c'est trop tard. Quand ils étaient en train de dire attends, j'ai poussé. J'ai poussé comme ça, pouf.
Je crois la tête de bébé est sortie un peu là. Dès qu'on est arrivé dans la salle d'accouchement, on n'a même pas eu de me faire des perfusions parce que souvent on doit te faire des perfusions et tout quand c'est le moment d'accouchement. Ils n'ont même pas eu le temps de faire ça. Ils n'ont même pas eu le temps de me changer parce qu'il fallait qu'on me change, on me met dans les lits là où on accouche en fait. Mais elles n'ont même pas eu le temps en fait. On m'a dit pousse. On m'a dit ok pousse. Pousse vu que la tête est là. Là on peut même plus te faire des perfusions et tout. Dès que la contraction est venue, j'ai encore poussé. Donc on me dit pousse et là soudainement je ne voulais plus pousser en fait. J'ai dit non 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 en fait j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à dire non je ne veux pas pousser. Je ne suis pas prête à être maman. En fait la panique est venue. Durant toute la grossesse j'avais pas la panique et là soudainement j'avais la panique. Non 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 je ne veux pas. Je ne suis pas prête à être maman. Je ne peux pas. Non 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 je ne veux pas. On dit là tu n'as pas le choix. La tête de l'enfant est déjà là donc pousse pour que l'enfant sorte. Non 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 je ne veux pas. Non 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 je ne veux pas. Et je crois que ma tante était au téléphone avec mon mari et mon mari m'a parlé. Moi je sais pas, bizarrement lorsque mon mari me parle j'écoute, je ne sais pas hein, mais lorsqu'il me parle là je sais pas qu'est-ce qui se passe mais j'écoute. Mon mari a dit regarde, pousse, vas-y, l'enfant est déjà là, tu seras une maman formidable. Même si tu ne connais rien, franchement, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, vas-y, fais-le, tu es capable. Et puis là, j'ai poussé, j'ai fait une grande poussée et le bébé est sorti. Mon beau bébé est sorti. Ma première fille, elle est sortie. Et là, d'un coup, dès qu'elle est sortie, en fait, on l'a pris et tout, fallait qu'on la nettoie et tout. À la minute, on l'a mis d'abord sur ma poitrine. Donc dès qu'elle est sortie et tout, on l'a mis sur ma poitrine parce qu'on devait me coudre. Parce que j'ai eu des déchirures. Surtout que la première fois, je ne savais pas comment pousser. J'ai eu des déchirures. J'ai eu des déchirures au 4e degré. Donc coudre là même, ça a pris au moins 30 minutes. Hein. On devait me coudre. Et lorsqu'on est en train de me coudre, le bébé, en tout cas mon bébé, c'était un bébé très sage. Durant toute la grossesse, même lorsqu'elle est née, même lorsqu'elle grandit, très très sage. Elle pleurait pas, tu peux la laisser là, elle ne pleure pas. Elle, dès qu'elle boit son lait, franchement, elle est bien. Elle est bien, elle ne dérange pas. Donc elle était sur ma poitrine. Et à un moment, je me sentais vide en fait. Je me sentais vide, mais je dis, mais ce vide-là, c'est dû à quoi? Et je crois qu'il y a une petite tristesse qui est venue pour quelques secondes là où j'ai pensé à mon papa. Ah, mon papa n'est pas là pour voir. L'autre là, c'est sa petite fille, sa première petite fille en fait. Je te donnerai ta première petite fille et je te promets que je serai déjà dans un foyer, je serai déjà mariée, même si sorte que oui, j'ai grandi, c'est vrai, mais avec l'éducation que mon papa m'a donnée, j'ai grandi ici au Canada, mais j'ai eu l'éducation congolaise de Brazzaville. J'ai eu cette éducation là. Donc mon papa même disait toujours, lorsque tu es dehors c'est le Canada, lorsque tu es dans la maison ici c'est le Congo Brazzaville. Donc je devais parler la langue. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui j'ai toujours l'accent de la langue qu'on parlait, qu'on appelle le lari. Donc voilà pourquoi j'ai toujours cet accent là en fait, parce que en grandissant c'est tout ce que je parlais à la maison, le lari. Et lorsque je partais dehors c'était l'anglais parce que je fréquentais dans l'école anglophone. J'ai fait tous mes études en anglais en tout cas. Donc j'étais très anglophone dehors, et à la maison je pouvais quand même parler le lari, même si certes que oui je faisais beaucoup d'efforts, beaucoup d'erreurs et tout, je pouvais quand même parler. Et le français aussi c'est un truc, quand papa avait remarqué que non, je commençais à oublier le français et tout, on faisait maintenant des cours de français à la maison. On nous faisait maintenant des cours de français à la maison. Donc c'était le lari et le français à la maison, et puis dehors l'anglais. Donc c'était comme ça. Donc ça c'est juste une parenthèse pub. Donc avant qu'on continue l'histoire, je vais faire une petite pub. Donc moi j'offre des services de l'autre là après accouchement, durant la grossesse. J'ai plein de services, j'ai des tarifs pour ça. Donc si tu es intéressé, écris-moi sur mon WhatsApp et je vais t'envoyer les tarifs. Et je vends aussi plein de produits hein, d'accouchement, après accouchement, pour prendre soin de toi, pour t'aider à perdre du poids, pour resserrer ton yoni et tout. Donc je vends en tout cas plein de choses. J'ai même les corps d'enfants, donc j'ai le corps pour la constipation, pour les coliques d'enfants. Donc tout ça là en tout cas c'est disponible sur mon site, et je livre partout en Europe, Canada et États-Unis. Donc je livre partout, et vous pouvez aussi passer la commande soit sur le site ou bien soit sur le WhatsApp. Continuons notre histoire. Continuons notre histoire.
Donc un moment en fait où je me sentais vide en fait et je crois en grandissant parce que les gens, comme on dit, les gens sont toujours comme ça, les gens aimaient toujours parler, hey, elle avec lui, avec sa fille qui a grandi ici, les enfants d'ici, avec leur comportement de façon, leur comportement de wesh là, on va seulement entendre ça ici que non, sa fille est tombée enceinte alors qu'elle n'a même pas fini l'université, elle n'a même pas fait ses études, elle n'a même pas fini ses études, elle n'est même pas mariée, on va seulement entendre ça ici, elle sera la première. Hey, les gens, vous connaissez comment sont les gens. Et Dieu merci, Dieu leur a prouvé le contraire. Dieu merci. Moi, Seigneur, moi j'avais dit, moi en fait, moi de la vie, moi j'ai toujours eu, je crois que j'ai toujours eu des objectifs. Je me suis toujours dit que non, je vais tomber enceinte lorsque je serai mariée. Et c'est pas aussitôt. Parce que même quand je me suis mariée, je pouvais tomber enceinte en 2020. Parce qu'on utilisait même, on n'a jamais utilisé de protection. Donc jamais de jamais, on n'a jamais utilisé de protection. Même c'est là même que je m'inquiète encore le plus parce que je me dis, attends, on n'utilise jamais les protections. Certes que oui, je calcule mes cycles et tout. Et mes cycles, je calculais ça avec le téléphone. Donc les applications, il y a une application qu'on appelle My Calendar. Moi, c'est toujours ce que j'ai utilisé. Depuis l'âge des 13 ans que j'avais mes périodes, c'est tout ce que j'ai toujours utilisé. Donc du coup, je me disais, mais j'espère que je ne suis pas stérile. Parce que comment ça, 2020, 2021, je partais des fois pour 3-6 mois au Congo. On fait ça chaque semaine, mais malgré ça, je tombe pas enceinte. C'est quand même suspect ça. C'est quand même suspect. Parce que ce que je me disais, je me dis, ouais, c'est sûr que je suis stérile là, parce que là ça craint, je ne tombe même pas enceinte, là ça craint. Là, ça craint. Mais Dieu merci, je n'étais pas stérile en tout cas. Donc, c'est un peu ça. Même les gens commençaient à dire, mais celle-là, elle est stérile. Comment ça, elle ne tombe pas enceinte? Elle s'est mariée depuis 2020, elle ne tombe pas enceinte. C'est sûr qu'elle est stérile. Même mon beau-père disait, mais il faut tomber enceinte. Moi, je veux un petit-fils ou bien une petite fille. Il faut tomber enceinte et tout. Je disais, non, 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 papa. Moi, je ne fais pas des choses par rapport. Moi, vraiment, c'est par rapport au principe. J'ai des objectifs. J'avais dit, quand j'atteins ce genre de montant que je fais de mon entreprise, là, je peux me permettre de tomber enceinte. Lorsque je sais que non, mon entreprise est super bien assise, là, que ça va, je peux même m'asseoir pendant 1 année, 2 ans pour prendre soin de mon enfant. Mon enfant n'ira pas à la garderie et tout. Et mon mari aussi doit être stable. Moi, je ne vais pas tomber enceinte après. Ça tout tombe sur ma tête. Non, non, non. Lui aussi, il doit contribuer. Donc, c'était ça en fait. Donc, voilà pourquoi je n'avais pas les intentions là de tomber enceinte. Mais on disait souvent, si ça arrive, c'est bien. Grâce à Dieu, mais si ça n'arrive pas aussi maintenant aussi, c'est bien parce que nous, c'est pas maintenant, on n'est pas prêt maintenant. Donc, une autre parenthèse, on ferme la parenthèse. Donc, c'est comme je disais toujours à mon papa que bon, moi, je vais te rendre fier, ne t'inquiète pas. Je vais te rendre fier. Les gens parlent, les gens vont toujours parler, les gens sont comme ça. L'être humain est comme ça. Moi, voilà pourquoi j'ai même pas confiance dans l'être humain d'ailleurs, parce que l'être humain est bizarre. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, lorsque mon enfant était sur la poitrine, j'ai dit, je crois que c'est là que j'avais dit, ah, papa. En fait, c'est là la minute que j'ai pensé à lui, mais à la minute, j'ai dit, mais non, qu'est-ce que se passe? Parce que je me suis dit, non, mais qu'est-ce que se passe? Donc, pouf! Je suis encore rentré dans le déni. Donc, je suis rentré encore dans mon monde de bisounours et tout. Comme si tout allait bien et tout. Mais au fond, tout n'allait pas bien. Rien. En fait, ça n'allait pas. Mais sinon, j'étais contente. J'avais mon bébé. J'ai accouché. Sans même la péridurale. Parce que je crois que au début, même quand je suis arrivée à l'hôpital, je disais, donnez-moi la péridurale maintenant. Donnez-moi ça tout de suite. Parce que ce genre de douleur-là, je ne comprends même pas. On disait que non, on doit d'abord t'examiner et tout. Et tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, mon accouchement, c'est super très bien passé. Mon premier accouchement, Dieu merci, comme on dit, mon enfant, c'était vraiment, vraiment un bon enfant. Elle ne dérange pas. Quand elle était bébé, en tout cas, comme si elle avait compris que non, je ne dois pas déranger maman. Parce que maman a quand même traversé une période difficile et tout. Donc, ça, c'est mon premier accouchement. Donc, là, on va parler du deuxième accouchement. Ok? Le deuxième accouchement, l'enfant qu'on n'a pas vraiment on l'a pas vraiment planifié parce que moi je me disais après le premier accouchement, quand l'enfant aura peut-être 3 ans, 4 ans, là on va essayer pour un deuxième, c'est ce que je me disais. Et mon mari était aussi rentré, hein, grâce à Dieu, la même année parce que ma fille est née en août 2023 et en décembre 2023 Dieu a fait grâce, mon mari est finalement rentré. Il est finalement rentré par la grâce de Dieu avec tous ces jaloux qui étaient là, qui parlaient toujours à dire que non, là que son papa n'est plus là parce que c'est mon papa qui faisait la procédure de mon mari. Donc là que son papa n'est plus là, c'est fini pour elle. C'est fini pour elle.
son mari ne va plus rentrer. On va seulement entendre ici de gauche à droite que non, elle est en train de tricher, ou bien elle est sortie avec un autre gars. On va seulement entendre ça ici. Ce que les gens disaient, il a méchanceté de l'être humain. Bon, voilà pourquoi moi, les êtres humains, franchement, je me méfie et je peux jamais faire confiance à 100%. Donc, mais Dieu merci, par la grâce de Dieu, mon mari est rentré. Et même après mon premier accouchement, quand j'étais rentrée à la maison, il y avait une petite situation aussi. Un autre drame, 2 drames même qui s'est passé. Mais ça, je crois, je dois expliquer ça dans une autre vidéo. Sinon, cette vidéo sera trop longue. Que je vous explique quand même. Que je vous explique. Hein. Je vais quand même vous expliquer. Non, je vais faire ça dans une autre vidéo, vous aussi. Faut poser. Je vais mettre ça dans une prochaine vidéo. Il y avait 2 drames graves qui a même failli coûter ma mort. Les 2 fois qui ont failli coûter ma mort. Donc, le premier drame, je crois, c'était la complication après l'accouchement. Donc, j'ai eu une grande complication après l'accouchement. Quand j'ai accouché mon premier bébé, je suis rentrée à la maison, tout allait bien. Je crois la première semaine, là, tout allait bien. J'étais forte, j'attachais même la gaine déjà. En tout cas, tout allait bien. Mais après ça, pouf, ça a chuté. Et ça, je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ça, parce que cette vidéo, c'est pas vraiment pour parler du drame en fait. Donc, et puis le deuxième drame en fait, j'ai fait un accident grave. Jusqu'aujourd'hui même, les policiers qui étaient venus, les ambulanciers qui étaient venus, les gens qui étaient tout autour, même moi-même, je me demande toujours comment je suis encore en vie en fait. Parce que cet accident en fait, c'était pour me... Parce qu'imagine, la voiture a quitté, ma voiture en fait, ça avait quitté d'une route à une autre route en tournant. Donc ma voiture a tourné. Je me suis retrouvée dans une autre route. La voiture s'est complètement écrasée. Je ne sais même pas si j'ai encore les photos de ça. Mais sinon, la voiture s'est complètement écrasée. Le ballon, comment on appelle ça, était sorti. Donc, même moi, je me disais... En fait, sur place, je me suis dit... I'm dead. Je suis morte. C'est sûr que là, je suis plus en vie. Parce que ce genre d'accident, même les gens étaient inquiets. Les gens se disaient, mais pour elle, c'est fini. Mais je suis sortie sain et sauf. Vous pouvez vous imaginer ça? Je suis sortie sain et sauf. Sans une égratignure, sans complications. Parce que là, j'étais encore... Ah non, là c'est quand j'étais encore enceinte de ma première fille que c'est arrivé, là, que l'accident est arrivé. Donc rien n'est arrivé à ma grossesse, rien de rien en fait. Rien de rien. Donc ça c'est vraiment grâce à Dieu. Ça aussi, je sais aussi, c'était la protection de papa. C'était papa qui était en train de me protéger. Parce que vraiment cet accident, jusqu'aujourd'hui en fait, je me dis, waouh, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Priez-le. Priez-le parce que vraiment, en tout cas, revenons. Deuxième grossesse, comment ça s'est passé? Comme je disais, on l'avait pas planifié. Après, quand mon mari était venu, comme on dit, le love, comme on dit, il est venu au Canada. Donc, comme on dit, c'était le Mougouli matin, midi, soir. C'était le Mougouli en tout cas. Donc, c'était ça. Et moi, je me suis pas protégée. Normalement, il faut prendre les contraceptions après avoir accouché, parce que là, tu tombes facilement enceinte parce que tes hormones sont encore éparpillées. Tu n'as pas eu tes périodes pendant des mois et des mois. Donc vraiment, là, ton corps est troublé et ton corps est prêt à avoir un autre bébé en fait. C'est comme ça le corps de la femme. Il est prêt à avoir un autre bébé. Et si tu ne te protèges pas, tu fais des rapports, tu vas tomber enceinte. Tu vas forcément tomber enceinte. Donc, mais moi, je me disais, non, ça va et tout. J'avais même dit à ma sage-femme qui me suivait, je disais, non, ça va et tout. Moi, les choses là, je n'aime pas ça. Parce que j'avais essayé la pilule et ça m'avait fait grossir. Ça m'avait donné des boutons. J'avais dit, non, je stoppe ça et tout. Je stoppe ça et tout, je ne peux pas. J'avais essayé aussi le patch. Et malheureusement, le patch, ça m'a donné des boutons, des allergies et tout. J'avais dit, non, je stoppe ça. Donc, on avait continué comme les premières années quand on était mariés, tout la même manière qu'on faisait et tout. C'est la même manière qu'on avait fait en fait. Donc je comprends même pas comment je suis tombée encore enceinte et tout, mais bon, comme on dit, après l'accouchement, si tu ne te protèges pas, tu vas forcément tomber enceinte. Si tu n'as pas moyen de contraception, tu vas forcément tomber enceinte. Donc, et moi je suis tombée enceinte et je crois comment ça s'est passé en fait. Je crois que c'était 2 ou 3 mois plus tard, je me disais, mais attends, c'est vrai que j'ai accouché il y a 6 mois et tout.
parce que là mon bébé avait encore, non, mon bébé avait encore 6 mois comme ça. Donc je me disais, c'est vrai que j'ai accouché il y a 6 mois et tout. Donc mais j'ai quand même eu mes périodes. C'est bizarre parce que j'ai quand même eu mes périodes, je crois 2 fois. Donc là je devais quand même voir ça. Mais là ça fait au moins 3 fois que je n'ai pas eu ça. C'est quand même bizarre. J'ai décidé de payer le test de grossesse. Je crois que j'ai payé 4 tests de grossesse pour bien m'assurer que c'est ça. J'ai d'abord pris le premier test de grossesse. Ça avait montré 2, ça avait montré 1 plus. J'ai dit non, c'est pas possible, non, c'est pas possible et tout, non. J'ai pris encore un autre test de grossesse, la même chose plus. J'ai dit non, c'est pas possible, je ne crois pas en ça, moi, non. Ça c'est sûrement un rêve et tout. Et le prochain jour, les 2 autres tests de grossesse, j'ai encore fait la même chose, positif. J'ai dit, Seigneur, je suis encore enceinte. Mais ça, je n'ai pas planifié ça. Moi, je voulais peut-être dans 3, 4, mais comme on dit, la volonté de Dieu, c'était pas ça. La volonté de Dieu, ce n'était pas ça. Donc, du coup, j'ai dit à mon mari était très content parce qu'il faut savoir que moi, mon mari, on a quand même une grande... une grande différence d'âge entre lui et moi. Donc pour lui en fait, déjà tous ses amis ont eu des enfants déjà, ils se sont mariés depuis longtemps. C'est juste lui en fait qui est resté. Donc pour lui en fait, c'est une bonne chose. Il a envie d'avoir déjà tous ses enfants et tout. Donc il était pour le content et tout. Donc j'ai pris ça comme ça. J'ai parti à mes examens et tout. Maintenant pour ma deuxième grossesse, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Parce que ma première grossesse, la plaie en fait n'était pas bien guérie. Là je suis encore tombée enceinte. Donc là c'était quand même un peu dangereux, un peu grave. Voilà pourquoi on dit toujours faut espacer un peu les grossesses, que ça ne doit pas être trop collé parce que tu dois donner à ton corps en fait le temps de se reposer. Ton corps doit se reposer parce que si ça se repose pas et tout, c'est là que tu peux avoir beaucoup de complications et tout. Donc quand je partais voir mon docteur, je partais souvent voir ma sage-femme et tout. On regardait les bébés, on faisait des examens. Ce qui est sur le bébé, c'était déjà un gros bébé. Je crois quand j'étais arrivée à 30 semaines, on m'a dit mais tu as vraiment un gros bébé. Tu vas passer par la césarienne. Là, on ne pourra pas, c'est vraiment risqué qu'on te fait, lorsque tu vas arriver à 37 semaines, qu'on te fait un déclenchement parce que l'enfant peut-être n'aura pas assez de place pour sortir. Ou bien on ne veut pas aussi te faire une épisiotomie. Non. On préfère te faire une césarienne et tout. Comme on dit ici, et ils adorent les césariennes. Ici, les médecins, ils adorent les césariennes parce que ça leur donne plus d'argent, ça leur donne plus du bonus. Donc voilà pourquoi ils sont souvent là en fait, encourager les femmes à faire les césariennes parce que ça veut dire plus d'argent pour eux. Et ici, ils aiment pas aussi voir les gens souffrir. Donc ils se disent, pourquoi tu vas souffrir toi alors qu'il y a la facilité, on t'ouvre le ventre, on enlève le bébé, tu n'as pas vraiment besoin de souffrir. Certes qu'après tu vas souffrir parce que la guérison d'une césarienne, c'est quand même douloureux. Hein. Moi, je n'ai pas vécu ça personnellement, mais j'ai vu des gens qui ont vécu ça, c'est quand même douloureux. Moi, je leur ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On avait programmé la césarienne à partir de 37 semaines. Donc l'enfant allait être à 37 semaines. On allait lui faire sortir et tout parce que c'était quand même déjà un gros bébé. Donc moi je me suis dit non, j'étais à 30 semaines déjà. Donc lorsque je suis arrivée à 32 semaines, j'ai commencé à faire des astuces d'une manière. Donc les astuces que je devais faire à 36 semaines, je commençais à faire ça à 32 semaines. Donc qu'est-ce que j'ai commencé à faire? La première des choses, je commençais à me purger. Donc je me purgeais 4 à 6 fois la semaine. Je me purgeais, non pas seulement ça. Je montais, descendais les escaliers. Je faisais ça 20 fois. Donc 20 fois le matin, 20 fois à midi, 20 fois le soir. Donc c'est ce que je faisais. Et non pas seulement ça, je faisais les rapports avec mon mari. Donc on faisait ça matin, midi, soir. Surtout que dans le temps là, il ne travaillait pas et tout. Il était en train encore de faire sa formation et tout. Donc il était toujours à la maison. La formation, il faisait ça seulement en ligne à son université et tout. Donc tout était correct et tout. Donc vraiment c'est ce que donc matin, midi, soir en tout cas, je prenais la dose parce que je me disais non, cet enfant doit sortir. Et vous savez que le sperme de l'autre là, de l'homme, ça ramollit le col d'utérus, hein, et ça provoque des contractions, surtout lorsque tu es à la fin de la grossesse. Ça c'est vraiment quelque chose que je recommande. Voilà pourquoi j'aime toujours dire la manière que l'enfant est rentré, c'est la manière que l'enfant va sortir. Donc la manière qu'il est rentré par le sperme, il va aussi sortir par le sperme. Donc ça c'est vraiment le moyen le plus facile pour faire sortir
sortir l'enfant. Tu fais ça matin, midi, soir. Tu finis, tu montes les escaliers, tu descends les escaliers. Tu vas voir que tu ne vas pas tarder, l'enfant va sortir. Donc c'est ce que je faisais. Donc c'est ce que j'étais en train de faire. Je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Et je parlais aussi à mon enfant. Je disais, chérie, s'il te plaît, tu es déjà grosse et tout. Je ne veux pas vraiment que tu puisses avoir des complications, bien que moi je puisse avoir des complications. Maman aussi ne veut pas passer par la césarienne, donc il faut sortir à 36 semaines. À 36 semaines, je veux que tu sors, ok? Et que tu sors sans problème. En tout cas, tous les jours, je parlais à mon enfant comme ça. Donc, c'était comme ça en tout cas. Maintenant, le jour d'accouchement, on parle de jour d'accouchement ou pas? On parle de jour d'accouchement ou pas? Attendez, je vais prendre mon petit café. On va parler du jour d'accouchement. Donc, le jour d'accouchement déjà, le matin, je me sentais déjà un peu bizarre. Quand je me suis réveillée, j'étais pour moi bien. Mais après, quand j'étais au salon et tout, je me sentais un peu bizarre. Je sentais comme si des petites douleurs. Je sentais aussi que l'enfant ne bougeait pas comme d'habitude. Donc, je me suis dit, non, non, non. J'ai dit à mon mari, parce qu'il était en train de faire sa formation, lorsque tu vas finir à 12 h, on ira à l'hôpital, on va aller faire des vérifications et tout. Parce que je me sens un peu bizarre. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes, s'il vous plaît, écoutez votre corps. Parce que c'est très, très, très important. Nous, les femmes, on a une grande intuition. D'accord? Donc, écoutez votre corps. Donc, quand mon mari avait fini et tout, il a habillé la première fille et tout, moi je me suis habillée et tout. On a pris quand même la valise de maternité parce que je me disais toujours, on ne sait jamais. Donc on a pris la valise de maternité, on est parti. Et quand on est parti et tout, j'arrive à l'hôpital. Ça commençait à me chauffer un peu, donc c'est comme si c'était des contractions, comme si c'était pas des contractions. Donc je ne pouvais pas vraiment dire parce que je n'avais pas vraiment mal, tu vois, non, donc je n'avais pas vraiment mal. Donc je n'étais pas sûre en fait, je n'étais pas sûre. Moi je me disais que ça allait être comme le jour de mon accouchement sera peut-être similaire un peu à ma première grossesse, là où l'eau s'est cassée, tout c'est ce que je m'attendais en fait. Donc ce jour-là en fait, dans la tête je m'étais pas dit que je pars pour accoucher. C'est pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, je pars pour faire des vérifications. Après, on va peut-être aller dans un restaurant. On va manger. On va peut-être faire le tour du monde. Et après, nous allons rentrer chez nous. C'est ce que je me disais en fait. Mais ce n'était pas le cas en tout cas. Ce n'était pas le cas. Donc du coup, lorsqu'on était à l'hôpital... mon mari avait appelé ma tante parce que ma tante vivait à 5 minutes de l'hôpital. Hein. Ma tante vivait à 5 minutes de là. Elle a appelé la même tante et tout pour venir prendre la plus petite. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit je me sens pas trop bien et tout, comme c'est comme ça. Et le jour-là, ils m'ont pas amené dans la salle d'examination comme la première fois. Parce que peut-être, je me suis dit peut-être ils se sont rappelés de moi. Peut-être ils se sont rappelés de moi le même jour-là, parce qu'elle m'avait dit, ah, ta première grossesse, tu avais accouché à 37 semaines, tu as failli accoucher dans les couloirs et tout, ok. Là, c'est mieux que tu pars de la salle d'accouchement directement. Donc, on m'a emmené directement de la salle d'accouchement et tout. Et lorsqu'on m'a emmené de la salle d'accouchement, j'étais en train de me changer, j'étais en train de mettre la robe de l'hôpital et tout. Et après ça, ma tante a appelé mon mari, il n'y a pas de parking et tout, donc de ça vient donner l'enfant. Donc, mon mari est allé donner l'autre là, l'enfant, notre première fille. Donc, mon mari est allé donner notre première fille. Entre-temps, moi dans la salle d'accouchement là, bizarrement, on était en train de me regarder tout, on était en train de m'examiner. On était en train de m'examiner et tout, parce qu'ils étaient en train de dire non, l'enfant va tout bien et tout. Et lorsque la sage-femme est venue pour m'examiner et tout, la sage-femme dit, madame, tu es à 8 cm. Je dis, hein? Il dit, tu es à 8 cm, madame. Tu vas accoucher aujourd'hui. Maintenant même que tu vas accoucher. Je dis, oh! En fait, je ne croyais pas trop parce que je me disais, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter en fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Tu me racontes quoi toi? Mais bon. Après, elle a dit, ok, on va casser l'eau parce que pour accélérer ça et tout, on va casser l'eau et tout. Moi, je me disais, j'espère que casser l'eau, ça ne fait pas mal. Ça ne fait... Bon, en tout cas, pour moi, ça n'a pas fait mal du tout. On a juste fait rentrer quelque chose, on a trouvé ça, pouf, ça s'est cassé. Et puis, lorsque ça s'est cassé, c'était le moment de pousser, c'est à la minute. Donc, je me dis, peut-être j'ai quitté de 8 à 10 cm dans quelques secondes là. Je ne comprends pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'était le moment de pousser. Donc, on m'a dit, là, tu vas pousser. Là, tu vas pousser. On voulait même me faire... l'autre là, oh non, on m'avait déjà fait la perfusion. Hein. Non, je me rappelle plus si on m'avait fait la perfusion ou pas. Ça, c'est un détail qui est flou, je me rappelle plus. Mais en tout cas, sinon, on m'a dit, tu dois pousser. Moi, je suis comme, oh my god, ok. Donc là, j'essaie de pousser. Je sentais que le bébé est gros, hein, parce que la manière que mon yoni était en train de s'ouvrir, en fait, je sentais la manière que ça s'ouvrait.
Je sentais la manière que ça s'ouvrait. Je disais, oui, ce bébé-là est grosse. Yush, elle est grosse. Parce que vraiment, la manière que mon yoni s'ouvrait, c'était pas comme la première fois. Là, ça s'ouvrait vraiment. C'était un truc carrément de ces largeurs. Vraiment, je dis, hé, Seigneur. On me disait, pousse. Et plus bizarre, moi, je n'arrivais pas à pousser. Je n'arrivais pas à pousser. J'essayais de pousser. Mais j'avais mal, en fait. Parce que je sais pas si c'est le fait qu'elle était grosse. Mais ça me faisait mal de pousser. Ça me faisait mal. On me disait, là, tu dois pousser. Tu dois pousser. Parce que si tu ne pousses pas, ton enfant peut avoir des problèmes et tout, ou bien soit que on va te faire la césarienne, ou bien on va déchirer pour que l'enfant sorte. Donc pousse s'il te plaît. J'ai poussé, ouais, 2 fois, ça c'est la 2e fois, j'essaie de pousser. J'arrivais pas à pousser, ils étaient seulement en train de dire la tête de l'enfant est là, vas-y, pousse encore pour une dernière fois, fais une grande poussée. Là j'ai fait une grande poussée, l'enfant est sorti. Et quand l'enfant est sorti, elle ne pleurait pas. Je me suis dit, oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Ne me dis pas que c'est ce que je crois. Elle ne pleurait pas en fait. Même je leur sentais paniquer en fait. Je leur sentais même paniquer. Parce qu'en fait, lorsque des fois, quand on te dit de pousser, quand tu tardes de fois à pousser ou bien tu n'as pas la force de pousser, l'enfant peut manquer l'oxygène. L'enfant peut manquer l'oxygène et tout. Donc, moi je me disais, hé Seigneur Jésus, qu'est-ce que se passe? Donc, ils ont essayé de faire des choses et tout. Je crois c'était 5-6 minutes après que là, elle a commencé à pleurer. Ah! Elle a commencé à pleurer. J'ai dit, wow, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus, encore une fois de plus, de me permettre d'accoucher un enfant en bonne santé, sans complications, sans épidurale. En tout cas, je te remercie. Parce que moi, je crois que j'ai plus peur de la péridurale plus que toi. Parce que quand je vois les grosses aiguilles là, je vois colonne vertébrale, je vois que non, certaines femmes, ça leur a fait des paralysies, certaines femmes, ça n'a même pas fonctionné, donc on te pique pour rien en fait. Yeesh! Ça me traumatise, ça me fait plus peur plus que tout en fait. Je préfère accoucher naturellement. Ça, c'est seulement moi. Donc, c'est un peu ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont des expériences positives avec la péridurale. Mais pour moi, franchement, c'est une phobie. Ça me fait peur. Donc, c'est un peu ça. Et puis, donc, durant tout ce temps-là, je crois que c'était peut-être 2-3 minutes. Le temps que mon mari est parti, il est revenu et tout. J'avais déjà le bébé dans le bras. Mais mon mari dit, mais toi là même, c'est comment? Toi là même, c'est comment? À peine je suis partie, à peine je reviens, tu as déjà le bébé dans les mains. Ah! C'est quoi ça encore? Je dis, ah, faut remercier Dieu, hein, faut remercier Dieu quand même. Comme on dit, j'accouche facilement et tout. Donc, ça, c'était mon 2e accouchement. Donc, au final, tout s'est bien passé. Mes 2 accouchements, ça s'est super bien passé. Et comme on dit, chaque accouchement, c'est unique, c'est imprévisible. Des fois, ce que tu as planifié, ça ne sera pas exactement comme ça. Mais l'essentiel, c'est que ton enfant sort et que ton enfant se porte bien et que toi aussi tu te portes bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le like, abonnez-vous, partagez cette vidéo à d'autres personnes et tout. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Donc suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux pour qu'on puisse être des besties, des meilleurs amis, pour que vous écoutez mes conseils, d'accord? Et comme je dis toujours, tous mes produits sont disponibles sur mon site et j'accompagne aussi des femmes durant la grossesse, même après accouchement et tout. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.